Merci beaucoup. Alors, j'ai deux intervenants, le docteur Naza, au fond, et puis, alors trois, monsieur ici, et ensuite ici. Monsieur Salim Jouhouli, membre du Parlement irakien, qui est abolitionniste et qui s'oppose fermement à la peine de mort, a témoigné de beaucoup de courage, ainsi que de plusieurs députés irakiens qui ont appelé à la grâce de plusieurs détenus condamnés à mort. Monsieur Mohamed Bedjaoui de l'Algérie a dit qu'il ne fallait pas porter atteinte à la religion, discuter de religion, car c'était une question très problématique. Mais je pense que ce n'est pas aussi problématique que cela. Je pense que ce sont surtout les dictateurs, les oppresseurs dans les États islamiques qui brandissent la religion comme de la poudre dans nos yeux. J'ai 5 minutes d'intervention. Quelle est la religion? Quel est le point de vue de la religion à l'égard de la peine de mort? L'islam, comme toutes les autres religions monothéistes, chrétiennes et judaïsme, il appelle à l'amour et au respect de la dignité de l'homme. Mais dans le Coran, l'on voit que le Coran, même s'il permet la peine de mort, il y pose des conditions très difficiles, voire impossibles de réunir. Par exemple, je vous donne un exemple très précis. Dans le cas où la justice sociale est disponible dans les pays arabes, l'on peut appliquer la peine de mort. Or, cela n'est applicable à aucun pays arabe. Il y a la corruption, il y a l'injustice sociale, il y a le pillage des richesses des pays et des peuples. Et jusqu'à aujourd'hui, donc, l'on peut dire que la peine de mort est non applicable dans les pays arabes car il n'y a pas de justice sociale. Donc, c'est impossible et c'est inconcevable. Et donc, après avoir appliqué la justice sociale, après 5 ou 6 siècles, si l'on arrive à le faire dans le monde arabe, eh bien là, on pourra appliquer la peine de mort. Mais si l'on regarde de près les conditions de la peine de mort, on verra qu'elles sont impossibles à réaliser. Donc certains parlent de prétexte de peine de mort afin de régler des comptes, et je suis d'accord. J'en ai parlé au congrès à Madrid, au 5e congrès à Madrid. Voilà les documents que j'avais donnés aux journalistes. Amnesty International avait reconnu mes documents et avait reconnu que plus de 93 à 95% des condamnés à mort en Irak sont innocents. Ils ont témoigné sous la torture et ils ont été condamnés pour des raisons confessionnelles. J'ai ici un document qui prouve qu'un condamné n'était pas en Irak. Et il y a la preuve du tampon, du cachet du passeport pour témoigner qu'il n'était même pas en Irak au moment du crime. Voilà les documents que j'ai. J'ai pris ce document, je suis allé au ministère de la Justice. Et ce rapport dans ce rapport, j'ai un autre cas où quelqu'un a fait son témoignage alors qu'il avait plusieurs fractures aux bras, aux jambes, etc. Et donc c'était clairement sous l'effet de la torture. J'ai dans mon rapport une 3e personne qui a été condamnée et qui était au lieu de son travail durant le déroulement du crime. Et j'ai la preuve qu'il était à son lieu de travail de son employeur le jour du crime. Il était à son lieu de travail et il y avait 200 employés qui pouvaient témoigner de cela. Je suis allée voir, et d'ailleurs j'ai aussi un rapport du médecin légiste qui montre que cette personne a témoigné après avoir subi des coups et avoir plusieurs fractures au crâne, au bras, etc. Je dirais au délégué libanais que l'on ne peut pas attendre 4 ans pour
abolir la peine de mort? Qui pourra? Il y a des milliers d'Irakiens qui sont condamnés à mort et qui sont exécutés. Il n'y a pas de moratoire. J'en témoigne personnellement. Et je dis à la communauté internationale qu'il faut mettre l'Irak en priorité. Il faut arrêter, stopper le bain de sang. Merci. Je crois. Merci, Madame la Présidente. Je voudrais parler de l'application de la peine de mort dans le monde arabe. C'est un phénomène qui a deux raisons ou deux explications. D'abord, il y a des régimes dictatoriaux qui règnent dans la région arabe. Et il y a par ailleurs des différents terroristes, des organisations terroristes qui œuvrent au sein de cette région et qui se cachent derrière la démocratie alors que ces organisations n'y croient pas du tout. Et donc nous sommes entre ces deux mots. L'un est pire de l'autre. Ces régimes oppressifs veulent garder la peine de mort afin de régler leurs comptes, et il y a d'autre part les organisations terroristes qui veulent se cacher derrière le prétexte de la religion pour appliquer la peine de mort. Et ici, je voudrais rappeler une chose très importante. D'abord, notre région connaît des régimes qui ont été complices de crimes très graves dans des guerres civiles. Et ces dirigeants ne s'intéressent pas du tout à l'application de la peine de mort, par exemple, car cela les concerne directement, bien sûr. La guerre civile dans certains pays ont conduit à des centaines de milliers de morts et de disparus forcés. Et je considère qu'il y a beaucoup de dirigeants dans ces systèmes qui sont complices de ces crimes. Et donc pour eux, la peine de mort ne devrait pas être appliquée, et c'est pour ça qu'il y a un moratoire tacite. Je voudrais par ailleurs dire à mon collègue libyen et marocain que ni la Tunisie ni l'Égypte ne pleureront ni Ben Ali ni Moubarak, et nous ne le regretterons jamais. L'Égypte ne regrettera jamais Moubarak ni les frères musulmans, car le peuple égyptien a décidé de se débarrasser de deux régimes fascistes, le régime de Moubarak et le régime des frères musulmans. Nous sommes en train d'écrire notre propre histoire et notre destin, et c'est pour cela que pour moi, évoquer la peine de mort ou débattre de la peine de mort doit être perçu dans l'optique de post-30 juin en Égypte. La chute du régime des frères musulmans a changé la face de toute la région. Nous n'allons plus subir cette extorsion. Nous ne pouvons pas dire que ces régimes ont peur d'annuler la peine de mort car ils ont peur des partis politiques islamistes de la région post-printemps arabe. Cela est faux. Les Égyptiens ont refusé l'extorsion. C'est le peuple égyptien, je rappelle mon collègue libyen, qui décidera de son destin. Ce ne sont pas les militaires. Nous n'allons pas demander votre aide pour améliorer la situation des droits de l'homme dans notre pays. Nous n'appelons pas l'aide même des Occidentaux pour améliorer notre situation ou la situation des droits de l'homme. Nous avons réussi à déchoir Moubarak et les frères musulmans et nous serons capables d'abolir la peine de mort. Merci. Permettez-moi de parler en arabe. J'ai d'abord des remerciements pour l'accueil et un commentaire pour le sénateur qui est parti. Et peut-être vous, madame, puisque vous êtes sénatrice ici, aller dans le sens de combattre la peine de mort et de l'abolition. Ceci fait partie de le droit à la vie. C'est une valeur universelle, philosophique, religieuse. C'est un don de Dieu, la vie. Et donc, il faut combattre la peine de mort, quel que soit le crime, puisque l'expérience montre que la justice ne peut
être faite. Mais peut-être une remarque pour le ministre des Affaires étrangères français, puisque je suis journaliste. Les valeurs universelles sont indivisibles. On ne peut pas aider les pays du tiers-monde ou peut-être qui ne sont pas encore modernisés et on les pousse à combattre la peine de mort d'un côté et de l'autre côté on aide ceux qui prônent la culture du parti unique d'un avis unique, c'est-à-dire, comme on dit, donner avec la main droite ce qu'on va retirer avec la main gauche. Ma remarque, madame, s'adresse à la présence arabe. Je dis, c'est très dur d'être arabe et d'être dans le Sénat français. C'est une occasion historique. Et vous êtes venus ici peut-être pour vous mettre d'accord, pour trouver un point de consensus avant de vous mettre d'accord, vous, parlementaires et députés arabes, pour vous mettre d'accord sur abolir la peine de mort. Avant, ces députés-là avaient des pays, aujourd'hui, ils n'ont même plus d'État ou de pays, puisque chaque personne qui parle, elle insulte le passé, ou insulte le présent, ou insulte l'avenir. Si elle n'insulte pas d'emblée une partie de son population, le député, il est incapable de représenter son peuple. Et il regarde une cause universelle d'un point de vue très étroit. L'humanité, avec tous ces philosophes à partir du XVIIe siècle, a passé des siècles afin d'arriver à abolir la peine de mort. Donc, je vais donner la parole à deux personnes. Madame Naba, qui a demandé depuis longtemps, parce que c'est elle qui a... Au nom du Dieu clément et miséricordieux, je remercie les organisateurs de ces séminaires et je suis très heureuse d'y participer. Je vais parler très brièvement. Le rôle des députés et la peine de mort. Je dis que mon groupe parlementaire du PGD marocain, il a présenté une proposition de loi afin d'encadrer cette peine tout en la préservant. Puisque certains crimes tels que les viols des enfants et des femmes suivis par des meurtres, aussi bien que les crimes de terrorisme, nous avons visé plutôt une peine progressiste, une abolition progressiste, et nous avons un projet de loi concernant la réduction du nombre des peines passibles des crimes passibles de la peine de mort à 10 au lieu de 50, avec l'unanimat de la justice et en exclure les crimes d'opinion, les crimes politiques. Nous avons également proposé que la peine de mort ne concerne pas les tentatives d'homicide. Et pour être en harmonie avec nos principes, nos valeurs et notre identité islamique, nous disons que nous devons consulter les familles des tués et en appliquant ce que Dieu lui-même a dit. Donc on ne vise pas de tuer les personnes, mais on vise plutôt de conserver la stabilité et l'équilibre de la société. Merci. Merci, chère madame. Moins d'une minute pour vous dire que le droit à la vie appartient à l'humanité, que nous n'avons pas le droit de parler des spécificités, que ceux qui utilisent les religions doivent se déplacer leur camp. Nous sommes des abolitionnistes. On ne peut pas se cacher derrière les religions pour combattre le droit à la vie. Merci. La réforme pénale présentée ce matin en Conseil des ministres par la garde des Sceaux, Christiane Taubira, elle sera sortie... Je prendrai peut-être moins d'une minute. La séance de ce soir, elle est consacrée au rôle des députés pour qu'ils puissent, quelles sont les initiatives pour qu'on puisse jouer notre rôle convenablement. Donc, le maître Brahimi, tout à l'heure, il a terminé son intervention par dire que un mot, c'est de dire qu'il ne faut pas être pessimiste. Il faut pas être, donc, il faut
qu'on ait tout le courage d'imposer ou bien d'évoquer cette question dans nos parlements, parce que il y a pas mal d'expériences dans les pays arabes, donc c'est très important d'imposer cette question dans nos parlements, soit à travers des projets de loi, soit à travers des questions orales. Parce que nous, au Parti des travailleurs en Algérie, on a évoqué cette question en 2005 avec l'actuel ministre de l'Intérieur qui était déjà ministre de la Justice, et en même temps, même on a utilisé le discours du président de la République qui a dit personnellement je suis pour l'abolition. On a dit voilà, le président de la République il est pour l'abolition, donc c'est à nous de concrétiser ça à l'intérieur de l'Assemblée nationale. Effectivement, comme l'a dit mon prédécesseur tout à l'heure, il a rappelé le thème de cet atelier. Et je pense qu'aujourd'hui, il nous essaie tout simplement de voir quelles sont les voies et les moyens de faire participer activement tous les parlementaires dans le mouvement abolitionniste de la peine de mort dans la sous-région. Nous avons déjà fait un état de lieu très macabre. Et je pense que maintenant, il faut aller à l'avant. Il faut voir, parce que dans nos États, nous savons parfaitement bien qu'il y a des moratoires. Moi, je suis tout simplement habituée par une angoisse terrible, qui est celui d'avoir tout simplement un illuminé qui va gouverner un jour dans ces pays et qui va passer à l'exécution de toutes ces personnes qui sont dans le couloir de la mort. Et donc, nos parlementaires, qui sont aujourd'hui les législateurs, ils doivent tout simplement passer à la réforme. C'est très important de passer à la réforme de tous les textes et d'uniformiser les textes qui existent, parce que nous avons des textes modernes qui existent dans nos pays. Et aujourd'hui, je pense que la charia ne peut pas être prise comme source, comme explication pour justifier tout simplement la peine de mort qui existe dans nos pays. Il faut aller à l'avance, il faut être progressiste, et donc nos parlementaires, vous devrez tout simplement débooster l'opinion publique, parce que l'opinion publique vous a élu, les populations vous ont élu pour que vous les représentez, mais pour que aussi vous passez tout simplement des mesures, vous prenez des lois qui permettent, n'est-ce pas, de sauver la vie dans ces pays. Et je vous remercie. Merci beaucoup. J'ai deux points à évoquer et permettez-moi de parler en arabe pour bien exprimer. D'abord, premier point lié à la peine de mort. En ce qui concerne la peine de mort, je ne vais pas me voiler la face ou me cacher derrière l'islam. Je dirais, et je reprendrai, ce que l'on ne peut pas acquérir, l'on ne peut pas le délaisser entièrement. Ce n'est pas parce que notre religion, notre tradition et l'islam sont des faits établis dans la société, qui imprègnent une société, cela ne veut pas dire que l'on peut dépasser cette barrière et dire à notre peuple que l'on pourra abolir ainsi immédiatement et systématiquement la peine de mort. Par contre, l'on peut limiter l'application de la peine de mort à certains crimes. Selon les préceptes de la charia, la loi islamique, tels que monsieur le député du Parlement jordanien les a étayés dans le dernier atelier, ces trois conditions évoquées. Ensuite, il y a beaucoup de contraintes qui se posent quand l'on veut appliquer la peine de mort. Si moi je tue une personne, si je tente de tuer quelqu'un, peut-être qu'il ne sera pas tué, et même s'il est mort, si ce mort a 3 fils, et un de ces 3 fils décide de gracier le condamné, la condamnation est caduque et le condamné est gracié. Et donc, certains attendent dans les prisons 18 ans, le temps que le dernier fils des 3 fils de cette personne morte puisse atteindre l'âge de devenir majeur. Concernant les crimes politiques, comme ce qui a été fait en Libye, mais je ne parle pas seulement de la Libye, bien sûr, la criminalisation de l'appartenance à un parti, tous ceux qui appartiennent à un parti doivent être condamnés à mort. Cela est refusé. Nous refusons
catégoriquement cela. Qu'il appartienne à un parti laïque, libéral ou islamiste, il a le droit, c'est son droit, c'est ses convictions, il peut faire ce qu'il veut. Donc ces crimes sont inacceptables. Concernant les crimes pénaux, où il y a débat sur l'application de la charia, bien sûr, le texte de la charia est clair, mais les interprétations et les détails ne font pas l'unanimité. Alors les deux dames, puisque les femmes étaient minoritaires, 1 minute chacune, pas plus. Et je termine moi 1 minute. Voilà. Merci Madame la Présidente. Il y a une chose, je crois que le rôle des parlementaires, femmes et hommes, de faire passer nos nations de l'ère du châtiment à l'ère de la réhabilitation. Je crois qu'on est passé de l'ère de l'esclavage très tardivement dans nos nations. Et je veux dire aujourd'hui qu'ils étaient nombreux ceux qui défendaient l'esclavage, parce que l'islam n'a pas interdit l'esclavage. Et pourtant, on a interdit l'esclavage. Aujourd'hui, est-ce qu'il nous faut encore 2 siècles pour passer à la modernité, pour accepter l'universalité et l'indivisibilité des droits de l'homme? Je crois que le rôle des parlementaires aujourd'hui, d'avoir le courage de le dire, de passer de l'ère de la barbarie, parce que l'État n'a pas le droit de tuer et la justice ne doit pas être une criminelle. Aujourd'hui, vraiment, ça me fait mal au cœur d'entendre encore ceux qui ne sortent qu'il faut trouver des mécanismes et tuer comme ça et de ne pas tuer comme ça. Et un jour, tout le monde ici ne dira pas qu'il était contre la peine de mort, comme ils étaient contre l'esclavagisme à un moment donné de l'histoire de nos nations. Merci. Shukran Jazil. Merci beaucoup, je vais m'exprimer en arabe et je serai très brève. Je considère, et après avoir écouté ces délibérations, que dans notre région, et afin d'atteindre la justice et l'état de droit, il faut séparer l'État de la religion. La religion est à Dieu et l'État est pour tous. Merci. Les intervenants, parce que vous êtes vraiment, vous avez fait un gros effort pour que nous puissions terminer dans le temps. Moi, je vais simplement dire que je crois que le combat pour la peine de mort, contre la peine de mort, c'est pour l'abolition de la peine de mort, c'est ça que je voulais dire. C'est un combat essentiel du combat pour les droits humains. Et d'ailleurs, il nous concerne tous parce qu'il s'agit de l'État pour chaque individu et pour les sociétés de passer de la loi du talion, de la vengeance, à la justice. Donc il nous concerne parce que chacun de nous peut se poser la question, d'ailleurs, à titre individuel, et ensuite avec tous nos concitoyens. Moi, ressortissante d'un pays qui a mis plus de 200 ans à passer de la première loi votée en 1791, enfin pas votée justement, la première proposition de loi en 1791, refusée à l'époque par la constituante pour l'abolition de la peine de mort, et il a fallu attendre 1981. Donc vous voyez, on mesure bien qu'il ne s'agit pas de donner des leçons à quiconque, parce qu'il s'est écoulé 200 ans entre la Grande Révolution et l'abolition réelle, mais avec des passages divers et un rôle de parlementaire éminent. On a cité bien sûr Victor Hugo. Moi, je vais terminer en citant Jaurès, si vous permettez, parce que de mémoire, hein, je me trompe un peu, parce que je trouve que ça pose bien le problème. Aucun homme, aussi flétri soit-il, n'est irrécupérable. Seule la mort est irrécupérable. Voilà, donc c'est ce qu'il a dit Jaurès dans le grand débat qu'il a opposé en 1908 à Barès et où il n'a pas gagné l'abolition, bien sûr, parce que sinon on aurait gagné du temps. Ça veut dire qu'il n'a pas eu de majorité, mais je trouve que c'est une très belle phrase parce que elle interroge
chaque personne face au crime, face à la délinquance, face au terrorisme, voilà. Et elle interroge évidemment toutes les sociétés. Et nous, notre rôle, c'est de faire le maximum pour que l'idée de refus de la vengeance, l'idée que la société ne peut pas se permettre de tuer elle-même pour répondre au crime, tous les moyens sont bons, si je puis dire, mais bien sûr pour faire avancer ces idées. Voilà, merci, et puis on continue.